Monsieur Routier, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir, Maxime. C'est un grand plaisir. C'est un bel endroit. Moi, je suis originaire de Châteauguay, puis je n'étais jamais venu ici parce que c'est relativement nouveau. On est au Centre écologique Fernand-Séguin. Ça fait combien de temps que les installations existent? On a procédé à l'ouverture officielle il y a à peu près une année. OK, c'est récent. C'est un bâtiment LEED. Un bâtiment LEED dont on attend la certification qu'on devrait recevoir incessamment. Ça veut dire quoi, ça, LEED? LEED, c'est au niveau de la construction. C'est une norme de construction qui fait en sorte que c'est un bâtiment qui est pour l'environnement, un toit blanc, le moins de perte d'énergie possible. Donc, un niveau de construction à très haut standard. Tellement haut standard que c'est un petit peu difficile de le faire au niveau résidentiel. Ça se fait surtout au niveau des bâtiments qui sont de nature institutionnelle, comme celui-là ici. Alors, aussitôt qu'on va recevoir ça, j'espère qu'on va recevoir cette confirmation-là avant la prochaine assemblée publique du Conseil de ville de Châteauguay, qu'on va tenir ici au mois d'octobre prochain. OK. Parler de vous maintenant. Est-ce que vous êtes originaire de Châteauguay ou de la région? Non, non, je suis originaire de Sherbrooke. Okay. Je suis arrivé à Châteauguay, j'avais 22, 3, 4 ans, peut-être 24 ans. Oui, je suis arrivé Alors, je suis originaire de Sherbrooke. J'ai fait un baccalauréat en administration à l'Université de Sherbrooke. Et après ça, j'ai commencé à travailler pour une firme pétrolière. Là, je peux le dire aujourd'hui parce que la firme n'existe plus, c'est Golf Canada. Non seulement la firme n'existe plus, mais il y a de l'air que le pétrole, c'est pas bon non plus. Non, à cette époque-là, c'était super bien. Et avec Golf Canada, j'ai été donc affecté pendant 3 mois à Montréal et ensuite pendant 2 ans à Québec. Lorsque j'étais à Québec, je me suis associé avec quelqu'un et nous avons acheté ensemble une compagnie de déménagement qui existait déjà et qui était ici à Châteauguay. Okay. Alors, je suis déménagé de Québec à Châteauguay. J'avais à ce moment-là 24 ans. Et c'est depuis ce temps-là que je suis ici à Châteauguay. Donc, ça fait à peu près 42 ans que je suis ici à Châteauguay. Et c'est dans le droit, si je ne me trompe pas, que vous êtes orienté par la suite? Ah, ben ça, mon cours de droit, c'est après. C'est que la compagnie que j'ai achetée, à l'époque où je l'avais achetée, il y avait un camion seulement. Et c'était une compagnie qui était passablement petite. À un moment donné, j'ai évolué. Et on avait une douzaine de camions à la fin parce que c'est du déménagement qu'on fait, c'est pas du transport général. Okay. Donc, nous, on déménageait des gens qui travaillent pour des entreprises qui relocalisaient leurs gens. Par exemple, tous les déménagements de Costco, à l'époque, c'était Club Price, après de Costco, c'était mon entreprise qui les faisait. Alors, quand on ouvrait un nouvel entrepôt de Costco dans une nouvelle ville, ça peut être Halifax, ça peut être London en Ontario, des gens pouvaient déménager d'un entrepôt à un autre entrepôt, c'est nous qui déménagions ces gens-là. Okay. Je faisais aussi les déménagements pour la Banque de Montréal. La Banque de Montréal relocalisait beaucoup de ses employés. La Banque Royale, beaucoup de déménagements pour les Forces armées canadiennes. Les Forces armées canadiennes représentent environ 30 de l'industrie du déménagement au Canada. Ça ne paraît pas, on ne le sait peut-être pas, mais les militaires sont toujours relocalisés d'un bout à l'autre du pays. Et c'est un très gros acheteur de déménagement. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, je devais avoir 47 ou 48 ans. Je trouvais que l'entreprise allait bien. J'avais un directeur général. Il me manquait un challenge, je suppose, je ne sais pas trop, mais j'ai décidé de retourner à ce moment-là aux études. Quand même, à cet âge-là, de faire un retour aux études, ça prend du courage. J'ai entrepris des études à l'Université de Montréal, un baccalauréat en droit. J'étais à l'Université de Montréal avec 2 de mes enfants. L'une faisait un cours en ergothérapie et l'autre faisait un cours en journalisme. Parce qu'il a fait un bac par cumul, là, et donc journalisme, toutes sortes de choses. Et d'ailleurs, ma première année, j'ai pris un appartement à Montréal que j'ai partagé avec ma fille. Mais ma fille, après la 2e année, a décidé qu'elle partageait avec d'autres de ses amis. Fait que là, j'étais tout seul dans mon appartement. Mais donc, j'ai fait mon bac en droit, ensuite le barreau. Et là, je suis arrivé en 2002. J'ai été reçu, donc, admis au barreau en 2002. Et donc, j'étais avocat, mais j'étais aussi déménageur. J'avais toujours ça, Oui, j'avais toujours mon entreprise de déménagement. Je n'avais pas pensé à pratiquer le droit comme tel. Je voulais surtout être avocat parce que je voulais que les gens m'appellent maître. Hein, je ferais d'un complexe d'infériorité. Puis être maître, je trouvais ça bien. Alors donc, en 2002, après avoir été admis au barreau, il y a quelqu'un qui est venu me voir d'Ottawa, qui avait lui-même une compagnie de déménagement. Il m'a dit, coudonc, tu vas-tu rester assis entre 2 chaises? Est-ce que tu vas être déménageur ou tu vas être avocat?
je n'avais pas pensé faire autre chose que du déménagement. Alors, donc, il m'a fait une offre. J'ai réfléchi, j'ai accepté l'offre. J'ai vendu mon entreprise à ce moment-là. Et là, je me suis ramassé chez moi, à pratiquer le droit, chez moi. Il est arrivé un événement, à un moment donné, je reçois un téléphone d'une avocate de la Commission des normes du travail. Il était 10h moins 10 le matin, je sortais de la douche, j'étais mouillé, le téléphone sonne. Alors, je réponds, elle dit « Bonjour », elle dit « C'est maître une telle », elle dit « Nous avons un procès la semaine prochaine, j'aimerais en parler avec vous. » Là, j'étais... Là? Ouais, bien, j'ai dit, c'est parfait. J'ai dit, écoutez, j'ai pas mon dossier avec moi, je vous rappelle cet après-midi. Et là, je me suis dit, écoutez, je peux pas pratiquer le droit comme ça en dilettante, là. Alors, c'est là que j'ai pris un bureau. Puis là, ben, petit à petit, j'ai monté une clientèle en droit. Je me suis associé aussi avec une autre avocate. Puis là, ben, c'est un petit peu la même chose qui est revenue comme au niveau du déménagement. Je me suis dit, bon, ben ça va bien, il faudrait faire autre chose. Et c'est là que le défi de la mairie s'est présenté. C'est un défi qui était nécessaire de relever parce qu'on était un groupe de personnes puis on avait évalué que la ville de Châteauguay avait besoin d'un réveil. Donc, on s'est mis ensemble, on a formé un parti politique qui s'appelle Vision Châteauguay. Et sur les 9 sièges, il y a 8 conseillers municipaux plus un maire. Donc, sur les 9 sièges, on a réussi à en faire élire 8. Donc, c'est vrai qu'il y avait un besoin qui était pressenti par la population de Châteauguay. Alors, depuis ce temps-là, ça va faire bientôt 2 ans. Depuis ce temps-là, je suis maire de la ville. C'est aussi simple que ça. On va revenir un petit peu en arrière. Il y a 42 ans environ, quand vous êtes arrivé à Châteauguay, à quoi ressemblait la ville? Qu'est-ce qui a changé depuis aujourd'hui? Bien, elle était placée au même endroit, sauf que quand tu passais sur la réserve amérindienne à cette époque-là, je ne sais pas pourquoi, mais les premières années, il y avait une odeur vraiment nauséabonde qui sortait parce que c'était pas développé. Là. Le playground, c'était pas développé. Non. Alors, il y avait le garage Goodleaf qui est encore là aujourd'hui. Et sur le côté droit, là, il y a beaucoup plus de développement qu'il y en avait. Alors, c'était pas développé, puis il y avait vraiment une odeur. Et ça a duré à peu près de 78 jusqu'à 80. Puis là, après ça, tu rentrais à Châteauguay. Il y avait toujours les 2 stations-service qui sont là. C'était pas Shell ni Petro-Canada, par exemple. C'était d'autres stations-service. Après ça, sur Saint-Jean-Baptiste, il y avait derrière où est aujourd'hui le Trigone et anciennement où était le Zellers. Là, là, il y avait une épicerie, il y avait un Bonnie Market. Donc, c'était un petit peu différent. Mais il en demeure pour moi qu'il y avait quand même la rue Saint-Jean-Baptiste et le boulevard d'Anjou tel qu'on les connaît. Le boulevard Saint-Jean-Baptiste et le boulevard d'Anjou tel qu'on les connaît. Il y avait moins de développement au niveau de certains quartiers, mais à moins d'aller dans ces quartiers-là, tu ne pouvais pas les voir. Je peux dire que dans l'ensemble, la ville ressemble un peu à ce qu'elle ressemblait, mis à part que certains quartiers sont plus modernes, ont plus de développement. Mais ce qui m'a frappé en arrivant à Châteauguay, ça a été quand même une très belle organisation pour les enfants. Une organisation sportive qui était vraiment développée, une belle organisation culturelle aussi. Je dois souligner que l'organisation sportive, l'une des raisons de ce beau développement-là, c'est la présence des anglophones. Les anglophones dans la région, dans la ville de Châteauguay, ont toujours été un actif très important. Les anglophones ont une implication sociale qui est très développée. Et que ce soit du football, du basketball, même du baseball, c'était des anglophones qui s'investissaient dans ça bénévolement. Et mes enfants en ont largement profité. Et ça m'a toujours frappé, ça, cette implication-là des anglophones. Donc, c'est un très bel actif. On avait peut-être un peu plus d'anglophones à cette époque-là, parce que là, bien, ça, c'est en 78, 80, puis 76, c'était passé quelques années auparavant, mais l'effet de 76 n'était pas encore connu. Je dois vous dire, par rapport à ma compagnie de déménagement, j'ai profité de l'effet de 76, parce qu'on en déménageait des gens qui s'en allaient à l'extérieur. Ah oui, quand le Parti québécois est arrivé au pouvoir, c'est ça? Il y a vraiment des gens qui quittaient, là. Je me souviens très bien d'avoir fait une estimation pour quelqu'un. Le déménagement, c'est tarifié en fonction du poids et de la distance. Alors, par exemple, si tu as un meuble, puis ça pèse tant, ça pèse tant, donc il y a un poids, puis là, ce poids-là, si tu le transportes sur Halifax, c'était 804 000, Toronto, 339 000, Calgary, 2200 000. Donc, c'était toujours le même poids que tu transportais. Puis je me souviens d'avoir fait une estimation à un moment donné pour un anglophone qui dit « Je ne sais pas où je m'en vais, je veux que vous estimiez mon poids. On va peut-être décider pour Halifax, peut-être Toronto, peut-être Calgary, peut-être Vancouver, mais on s'en va d'ici. » C'est sûr qu'on part. C'était assez particulier. Ah oui. Cet effet-là, ce côté, je dirais,
émotif de cette élection-là, il faut l'avoir vécu pour l'avoir ressenti. Ça crée énormément de problèmes. On en voit encore des conséquences encore aujourd'hui. Puis en 80, au référendum, y a-t-il aussi, sentez-vous qu'il y a eu quelque chose qui était peut-être inversement? Non, à partir du moment où le mouvement était entrepris, c'était toujours la même chose. J'ai déjà déménagé, moi, pour la Banque Royale. À un moment donné, j'avais 6 remorques, des remorques de 45 pieds à cette époque-là, au coin des rues Université et Dorchester. C'est comme ça que s'appelait la rue Robert Bourassa et René Lévesque. Ça s'appelait. Alors, 6 remorques un vendredi soir, puis il fallait être à Toronto le lendemain. Donc, quand le mouvement est entrepris, la planification, le référendum n'a pas eu plus d'impact parce que c'était clair que les anglophones se sentaient moins intéressés ici, moins appelés à être ici. Puis il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont eu des problèmes avec ça. Je peux vous donner une entreprise, par exemple, d'ingénierie en aéronautique sur la Rive-Sud, n'était pas capable d'embaucher d'ingénieurs parce que la loi faisait en sorte que si tes enfants arrivaient ici, ils devaient être élevés en français. Alors, si l'ingénieur venait pour 3-4 ans, bien, à un moment donné, il n'était peut-être pas intéressé à ce que les enfants soient en anglais, donc il ne voulait pas venir. Alors, on a déménagé tout le bureau d'ingénierie à Toronto. C'est des impacts, en tout cas, avec lesquels on a accepté de vivre ici, parce que c'est un choix de société qu'on a fait. C'est un choix de société que je ne regrette pas, sauf que peut-être qu'on aurait pu évaluer ces impacts-là et voir s'il y avait possibilité de les minimiser. Ça, je dis ça comme ça aussi. À Châteauguay, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé justement la cohabitation anglophone-francophone dans les dernières années? Est-ce que ça a toujours... Est-ce que ça a été une confrontation ou une cohabitation plus saine? Non, ça a toujours été une cohabitation. C'est que présentement, il y a beaucoup de familles anglophones de Châteauguay qui ont, je dirais, perdu leur enfant. Parce que les jeunes ont quitté, alors que les adultes, eux, ont peut-être resté ici. Donc, les familles se sont un petit peu fragilisées parce que, bon, les enfants peuvent être à Toronto, à Calgary, puis les parents sont ici. Mais il n'y a pas eu de confrontation, définitivement pas. Il faut avoir un respect mutuel. Je pense que ce respect-là existe. Je n'ai jamais vu de confrontation là, entre l'un et l'autre, sauf que, bien entendu, on entend des fois, de part et d'autre. Ça peut être des francophones qui disent « Hey, arrêtez de parler ou d'écrire en anglais », et des anglophones qui nous disent « Bien, nous, ici, on est ici, parlez-nous et écrivez-nous dans notre langue. » Mais ça, quand même, ça se joue quand même assez bien, quand même. Oui. Vous, quand vous étiez plus jeune ou à l'adolescence, est-ce que la politique vous intéressait déjà, simplement d'avoir un intérêt de suivre justement les campagnes électorales, ou est-ce que vous pensiez peut-être qu'un jour vous aimeriez vous présenter à Là, c'est beaucoup de questions dans la même. Est-ce que ça m'intéressait? Oui, ça m'intéressait. La politique m'a toujours intéressé, particulièrement au niveau des campagnes électorales, parce que c'est là que tu peux t'impliquer. Alors, j'ai commencé à m'impliquer, j'avais 16 ans, en 1970, pour un parti qui s'appelait l'Union nationale. Alors, ce parti-là n'existe plus, mais ça, c'était à Sherbrooke, pour l'Union nationale, et je m'occupais des jeunes qui étaient impliqués dans l'Union nationale. Je me suis impliqué aussi, je crois que les élections suivantes étaient en 1973. J'ai toujours aimé ça, la politique. D'ailleurs, la deuxième question que tu me poses, est-ce que j'ai pensé à me présenter? Oui, j'ai pensé. Plus tard, lorsque j'étais en mesure de me présenter, après avoir développé quand même ma compagnie, puis ces choses-là, parce que la politique, c'est très exigeant. Quand tu t'y impliques, là, tu ne peux pas faire autre chose. Et je me suis présenté en politique fédérale en 2008 pour le Parti conservateur. Le Parti conservateur qui était dirigé par Stephen Harper. Le parti a gagné ses élections au Canada, mais pas au Québec, et surtout pas ici à Châteauguay. Alors, je pense qu'à Châteauguay, j'étais arrivé 3e. Mais oui, j'ai toujours été intéressé par la chose politique.
particulièrement au niveau fédéral, parce que je trouvais que les notions traitées par le fédéral étaient des notions qui m'intéressaient. Les échanges internationaux, la défense, la santé au niveau d'un pays, c'était des choses qui m'intéressaient beaucoup. Et là, ben, avec l'âge, j'ai décidé de regarder un peu plus proche. C'est pour ça que je me suis présenté à la mairie de Châteauguay. Quelle différence vous voyez justement parce que c'est le même métier être politicien à Ottawa et être politicien à Châteauguay, mais ça reste que c'est pas la même approche avec le citoyen. Même si vous ne l'avez pas vécu au fédéral, qu'est-ce que vous croyez venir chercher de différent au municipal? Bien, c'est sûr que ce qu'on appelle les compétences sont différentes, c'est-à-dire que au niveau municipal, on ne s'occupera pas de la défense d'un pays, sauf que l'approche face aux citoyens qu'on représente est la même. Alors, les citoyens ont besoin d'être entendus sur les sujets qui intéressent l'un ou l'autre des niveaux de gouvernement. Par exemple, si vous avez des intérêts quant à l'éducation, bien, le politicien provincial va vous écouter de la même façon que le politicien municipal va vous écouter si vous avez des notions par rapport à la protection de l'environnement local, par rapport au développement dans une zone donnée d'une ville. Alors, c'est sûr que la représentation du citoyen reste la même. Il faut être en mesure de prendre conscience qu'on n'est pas là pour soi, on est là pour un groupe donné. Et à ce moment-là, on essaie de faire le mieux possible pour ce groupe-là. Je ne veux pas nécessairement dire qu'on va satisfaire le groupe, parce qu'il faut voir à plus long terme quand on est politicien, mais il y en a un pour moi qu'on ne peut pas non plus se couper carrément du groupe. Alors, il faut les écouter, les entendre, mais il faut aussi voir dans l'espèce de lorgnette qu'on va avoir pour voir qu'est-ce qu'on va être capable de développer là-dessus. Depuis que vous êtes ici, depuis 2 ans maintenant, que oui. Le mandat est commencé, est-ce que vous croyez que ça va trop vite? On dit souvent que le premier mandat, surtout en 4 ans, on n'a pas le temps de tout faire ce qu'on veut. Vous êtes à mi-chemin. Est-ce que vous, sans rentrer dans les détails des dossiers, mais croyez-vous que justement vous avez une facilité à amener à bon port vos plans, vos projets, vos ambitions? Bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses dans ta question. La première chose, est-ce que ça va trop vite? Non. Parce que le système fait en sorte que ça va vraiment pas vite. Est-ce que je vais être capable de réaliser dans le premier mandat ce que je veux faire? Non, parce que le système te bloque. Ça, c'est sûr et certain. Alors, le système fait en sorte que chaque étape qui est faite au niveau municipal est revue par un autre niveau, et les étapes de cet autre niveau-là sont revues par un autre. Avant d'accomplir quelque chose, ça prend 6 mois. Ça n'a ni queue ni tête, c'est une façon de faire avec laquelle les gens doivent être heureux, mais avec laquelle d'autres personnes ont beaucoup de difficultés. Surtout quand tu as été en entreprise. En entreprise, tu arrives le matin et tu dis « je veux que ça soit fait ». À midi, c'est pas mal fait. Ouais. Mais dans un gouvernement municipal, tu arrives le matin, il faut que ça soit fait. Il faut que tu le répètes le lendemain, répète la semaine prochaine et peut-être le mois prochain. Puis après ça, il y a un début du commencement de quelque chose qui va se faire. Là, ça va être revu par d'autres. Il est très possible que je n'ai pas réussi à faire la moitié de ce que je veux faire d'ici 2 ans. Mais ce n'est pas parce que ça va trop vite, c'est parce que ça va très, 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 très lentement. Malheureusement, c'est la machine. C'est non seulement la machine, mais aussi c'est la collectivité. On est 8 personnes, c'est-à-dire j'ai 8 conseillers plus le maire, donc on est 9. Il y a une réunion par mois. Il faut donc que ça passe en assemblée publique. Ensuite, que ça soit revu. Le gouvernement doit revoir. Par exemple, si on veut faire un projet quelconque, ce projet-là, il faut le concevoir, il faut demander au département du génie de pouvoir y penser, créer des dessins, des plans, créer l'analyse des conséquences, des impacts. Bon, lorsqu'on a ça et qu'on accepte le projet, prochaine étape, il faut emprunter les sous nécessaires pour le faire. Là, ça prend l'Assemblée publique. Après l'Assemblée publique, il y a l'ouverture d'un registre possible, parce que les citoyens peuvent s'exprimer contre le projet. Donc, ça prend un certain temps. Si personne ne vient s'exprimer, ça prend le temps quand même. Okay. Après ça, il faut faire la demande au gouvernement qui va les... Parce que dans l'entreprise privée, quand tu as un projet, tu t'en vas à la banque l'après-midi même, tu demandes, puis tout est réglé, c'est fini. Bien, c'est correct, c'est correct. C'est un bien public. On est tous copropriétaires, donc on a tous le droit de s'exprimer, sauf que ça va à la vitesse que le système peut aller. C'est aussi simple que ça. Alors non, ça ne va pas très vite, c'est sûr que...
C'est quoi votre relation avec vos citoyens, avec les Châteauguois? Est-ce que vous arrivez à établir un dialogue avec eux facilement? Oui. Facilement, je ne le sais pas, ça va être à eux de répondre à ça, mais j'essaye, oui, de faire en sorte qu'on puisse les entendre le plus possible. Il y a des citoyens de Châteauguay qui sont vraiment braqués derrière certaines choses. Il y en a d'autres qui sont plus ouverts, mais il faut les entendre, tout le monde. Je vais vous donner un exemple bien précis. La majorité des membres du Conseil aimeraient que nous baissions la vitesse dans les rues résidentielles de 50 km à l'heure à 40 km. Moi, j'ai demandé qu'on fasse une consultation là-dessus, parce que ça va affecter tout le monde. Les gens qui utilisent les rues à tous les jours, et ces gens-là qui utilisent les rues, ce sont les copropriétaires. C'est très possible que 95 % des gens vont nous dire « Oui, allez-y », mais je ne le sais pas, je veux le voir. Je veux que nous ayons cette consultation publique-là avant d'aller plus loin, parce que ça fait déjà 2 ans qu'on est élu. Si la consultation publique, par exemple, on en a le résultat dans 2 mois, bien, on votera les conséquences dans 3 mois. C'est pas plus grave que ça. Mais c'est cette consultation publique-là que je vais avoir. Donc, ce n'est pas nécessairement un échange de 1 à 1, mais c'est un échange par lequel je veux sentir ce que la population veut afin de pouvoir analyser ce que la population veut et pouvoir voir la possibilité d'y répondre. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a certaines choses, par contre, où, comme leader d'une ville, on va quand même aller de l'avant. Comme si on prend ce qu'il y a ici. Ici, on est au centre écologique Fernand-Séguin. Je suis certain que si on avait demandé à la population de se prononcer sur un tel bâtiment de niveau LEED, je ne suis pas convaincu qu'on aurait eu tout le monde qui aurait dit oui. Mais il y a eu à cette époque-là des leaders qui ont décidé que ça nous prenait ça, parce que ça va durer 50 ans. Autre exemple, on est en train de refaire le boulevard industriel. On le refait avec une couverture de ciment. C'est pas nécessaire. On aurait pu prendre du bitume et de l'asphalte comme n'importe quoi. Mais là, on le refait, ça va nous coûter pas mal cher, mais pendant 35 ans, il va être parfait. Peut-être que la 30e année va être un peu moins parfait, mais en tout cas, il va être très intéressant pendant les 35 prochaines années. Mais ça, c'est pas nécessairement tout le monde qui l'aurait voulu. Alors, mais à partir du moment où tout le monde veut avoir un centre comme ici, veut avoir un boulevard comme là-bas, bien là, il faut aller un peu plus loin, là, comme leader, pour faire ces choses-là. Mais l'écoute de la population, c'est indispensable chez nous. On est prêt. On appelle ça, le gouvernement nous appelle un gouvernement de proximité. Alors, proximité, ça veut dire qu'on est près de tous les gens. J'ai parlé tantôt de ce qui avait changé entre Châteauguay il y a 42 ans pour aujourd'hui. C'est un peu la même question, mais au niveau de la visibilité à l'échelle de la province, qu'est-ce que Châteauguay représente justement aux yeux des autres villes avoisinantes, est-ce qu'il y a une certaine renommée, on connaît plus Châteauguay qu'avant? Bien, on l'a connu passablement en 1990. En 1990, il y avait ce qu'on appelait la crise d'Oka, mais on aurait très bien pu l'appeler la crise de Châteauguay, parce que plus qu'à Oka, nous, on était solidement affectés. À cette époque-là, je crois que la population aujourd'hui est de près de 50 000, mais à cette époque-là, on était dans 40 000, quelque chose. C'était vraiment embêtant, là. Il n'y avait pas d'autoroute 30. Là. Alors, on passait sur les petites routes de Saint-Isidore. C'était embêtant. Donc, on a connu à ce moment-là l'existence de la ville de Châteauguay. Pour ce qui est quand même du rayonnement à l'extérieur, je ne le sais pas trop. Sauf que, pour nous, du Conseil actuel, c'est une priorité de faire rayonner Châteauguay. Et on a énormément de projets en tête. Par exemple, on a présenté la candidature de Châteauguay pour l'obtention de la finale des Jeux du Québec de 2022. Alors, si on réussissait à obtenir la finale de 2022, tout convergerait vers Châteauguay. Si on prend la beauté de ce qu'on a ici, il faudrait que les gens puissent le connaître, le savoir. Alors, nous, on veut le faire connaître, on veut le faire savoir. Il y a le fait qu'on est pris avec le pont Mercier, qui, pour nous, est unique. Unique dans le sens qu'on n'a pas d'autre choix. Tandis que si vous demeurez à Brassard, vous pouvez prendre soit Samuel de Champlain, soit Jacques Cartier, soit Victoria. Nous, c'est que Mercier. Alors, donc, on a une situation avec laquelle on doit vivre, mais qu'on doit faire connaître parce qu'il y a énormément des situations autour qu'on ne contrôle pas. Le pont Mercier, on ne le contrôle pas. Le gouvernement est en train de réfléchir maintenant, par exemple, à la remise à niveau de la section provinciale. On veut être impliqué dans ça. On veut qu'il puisse y avoir une piste cyclable dans ça. On veut voir si on peut avoir un carrefour, pas un carrefour, mais une voie aménagée pour les autobus. Alors, c'est un tas de facteurs comme ça sur lesquels on veut s'impliquer pour faire parler de nous
faire en sorte que Châteauguay soit aussi plus attrayant pour des jeunes familles qui vont pouvoir venir s'y établir. Châteauguay ou même ses voisines, là, que ce soit Mercier, que ce soit Léry. Là, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Puis tout le monde est gagnant parce que même si Mercier reçoit, par exemple, plus de personnes, ces personnes-là, pour acheter des automobiles, ils vont venir à Châteauguay, puis c'est à Châteauguay qu'on les vend, les automobiles. C'est pas... Mais on est tous ensemble, tu sais. Alors, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on puisse développer la notoriété de Châteauguay sur ces avantages-là. Et c'est notre but, c'est ce qu'on veut faire, d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans la ville? Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de votre ville, en fait? Bon, juste de bonnes questions. Je suis vraiment fier d'après tout ce que je vois dans la ville. Ce qui me rendrait le plus fier, c'est de rendre les citoyens fiers. La raison fondamentale du groupe qui s'est formé aux élections de 2017, c'est que les citoyens de Châteauguay avaient perdu la fierté. Et c'est ce qu'on veut redonner, nous, la fierté aux citoyens de Châteauguay. Si je réussissais à redonner la fierté aux citoyens, qui vont voir, par exemple, un nouveau centre d'achat, qui vont voir un développement économique, qui vont voir un développement social, qui vont voir un développement sportif, avec les Jeux du Québec, un développement culturel, mais qui vont voir une évolution positive, qui vont retrouver le sourire, qui vont retrouver la fierté, ça me rendrait fier, Titi. Ça serait la plus belle patente que j'aurais jamais réussi. Merci beaucoup, M. Routier. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Merci.